Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais évoquer la crise politique qui secoue l'État d'Israël depuis le mois de janvier dernier, je crois. Ça fait un bail. Cette crise a été déclenchée quand le ministre de la Justice, Yariv Levin, a fait part de son intention de réformer la Cour suprême israélienne. D'accord ? Alors on a vu des dizaines de milliers, les médias parlaient de 100 000 personnes, plus de 100 000 personnes chaque semaine qui manifestaient leur colère, leur rage, leur inquiétude face à ce qu'ils pensent être la disparition de la démocratie israélienne si cette réforme était votée. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder cette crise. C'est très complexe. Je pourrais parler de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre en exercice, qui est un des principaux catalyseurs de la crise politique actuelle en Israël depuis plusieurs années. Je pourrais évoquer aussi un grand nombre d'Israéliens non religieux qui ne se sentent pas du tout représentés par ce type de gouvernement qu'on a aujourd'hui en Israël, mais c'est pas ça qui m'intéresse, vous vous en doutez. Ce qui m'intéresse, c'est que cette crise a révélé un phénomène politique extrêmement dangereux pour l'État d'Israël qui peut lui porter gravement préjudice. Alors, en ce qui concerne la réforme, on est tous d'accord pour dire qu'une Cour suprême, j'ai rien inventé, est indispensable à une démocratie. C'est-à-dire que la Cour suprême, elle est en amont des processus politiques, législatifs, elle va garantir le respect des valeurs fondamentales, la liberté d'expression, le droit des minorités, etc. Par contre, n'importe quelle personne qui est intellectuellement honnête reconnaît que cette Cour suprême, actuellement, elle est beaucoup trop puissante. C'est certainement la Cour suprême la plus puissante de toutes les démocraties, d'accord, occidentales en tout cas, d'accord. En fait, ce qui est aussi vrai, c'est que, et ça aussi, je pense que j'invente rien, c'est pas tellement la réforme qui a causé ce déclenchement de panique et cette crise. C'est pas tellement le message, c'est surtout le messager. C'est-à-dire ce fait que cette réforme ait été portée par ce gouvernement qui est un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël. Si vous ne me croyez pas sur ce dernier point, regardez, lisez l'article du New York Times, un des articles du New York Times qui parle de cette crise. Le New York Times, qui est un des journaux les plus biaisés contre l'État d'Israël, et qui pourtant, cette fois-ci, a été très honnête. Et il explique qu'en fait, n'importe quel démocrate ou progressiste, digne de ce nom, devrait soutenir cette réforme, puisqu'elle va dans le sens de la démocratie. D'accord ? Alors, je vais évoquer le phénomène, mais d'abord, une petite parenthèse historique, pour comprendre. Avant, en Occident, si vous voulez, il y avait un contrat démocratique tacite. D'accord ? Des partis rentraient au Parlement, un gouvernement était élu, et les partis qui n'avaient pas réussi à intégrer le Parlement, qui n'étaient pas élus, s'engageaient à s'opposer loyalement à ce gouvernement. Voilà. Mais en fait, depuis quelques années, les élites politiques, culturelles, médiatiques, financières, qui sont arrivées aux commandes en Occident, ont développé une affinité avec une idéologie, une idée que si le gouvernement ne respecte pas des valeurs fondamentales, c'est-à-dire les valeurs qu'elles jugent fondamentales, ces élites, elles ont le devoir de le renverser, en tout cas de chercher à le renverser ou de travailler à le renverser. Et le cas échéant, s'il n'y a pas d'élection, de transférer ce pouvoir à des organismes supranationaux, comme le FMI, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Pour comprendre cette idéologie, je vous engage à lire l'essai de Robert Kagan, qu'il a écrit en février 2019, où il explique qu'en fait, avant, en Occident, alors Robert Kagan, c'est un conservateur américain, je crois, proche de Hillary Clinton, et Robert Kagan, il explique que avant, en Occident, on s'était autorisé plusieurs types de partis politiques. Maintenant, on siffle la fin de la récréation, et il faut fonctionner dans un système binaire, c'est-à-dire que vous êtes soit démocrate progressiste, soit vous êtes conservateur, autocrate, fasciste, extrémiste, etc. Vous avez compris. Et les élites israéliennes, dans leur majorité, se sont ralliées à cette idée que ce gouvernement en Israël, le gouvernement de droite actuel, et tous les gouvernements de droite en général en Israël, ne vont pas dans le sens de l'histoire avec un grand H, et qu'elles ont le devoir de le renverser, en tout cas de chercher à le renverser. D'accord ? Prenez Ehud Barak. Alors Ehud Barak, ancien Premier ministre d'Israël, un des hommes les plus riches d'Israël, qui est globalement pas spécialement apprécié par les Israéliens, pour pas dire autre chose, mais qui a une obsession, c'est évidemment de renverser ou de prendre la place de Benjamin Netanyahou. Et Ehud Barak a été interviewé à la Chatham House, qui est une sorte de lobby ou de think tank anglais, où il explique que ce gouvernement actuel est illégitime, on revient à la thématique que j'ai évoquée, et que les gens, les Israéliens, ont le devoir de refuser de servir ce gouvernement. D'accord ? Il avait fait des déclarations il y a quelques années
on le voit dans une vidéo, entouré de personnalités de haut rang de la défense israélienne, expliquer pendant la crise du Covid que si tout continue comme ça, on l'espère, des corps de juifs joncheront les rues d'Israël, et qu'à ce moment-là, parce que le gouvernement a mal géré, parce que c'est le chaos en Israël, et dans ce cas-là, il faudra évidemment profiter de la situation, et les Israéliens, inévitablement, seront tentés d'appeler à la rescousse notre ami Ehud Barak. Voilà. C'est un peu l'idée. Vous avez Moshe Radman, d'accord? Alors lui, c'est un entrepreneur dans les nouvelles technologies, la high-tech, comme on dit en Israël, une star des réseaux sociaux, et il a organisé une marche pour la démocratie. Alors, je crois que c'était quelques jours avant le vote ou après le vote, vous vérifierez la période. Et il explique en fait que lui, ce qui l'inspire, écoutez bien, c'est la lutte des classes populaires, des classes défavorisées, face aux classes riches. Mais il ajoute, cette fois-ci en Israël, c'est pas exactement ça qui se passe. Ce qui se passe, ce sont les élites qui se rebellent ou qui affrontent ou qui luttent contre le gouvernement et les gens déplorables qui l'ont élu. Vous vous rappelez de cette phrase de Hillary Clinton pendant la campagne électorale contre Donald Trump, qui expliquait que les gens qui avaient voté Donald Trump étaient des gens des abrutis ou des gens déplorables, enfin le même type de vocabulaire. D'accord ? Intéressant. Le journaliste qui interviewe Moshe Radman lui pose la question, puisqu'on soupçonne que le journaliste partage les mêmes idées que Radman, et il lui dit, mais comment on peut renverser ce gouvernement puisqu'il n'y a pas d'élection ? C'est une bonne question. Et en fait, Moshe Radman explique que ça se fait par étapes et que essentiellement, il faut absolument rendre la situation économique en Israël intenable, d'accord ? D'abord, les élites doivent sortir leur argent de l'État d'Israël, le mettre à l'étranger, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour un bon nombre d'entre elles, et que les taux doivent exploser, l'inflation doit exploser, c'est ce qui se passe d'ailleurs en Israël, et que les Israéliens suffoquent, et que la situation devienne tellement difficile que là, le gouvernement est obligé de démissionner, ou en tout cas d'organiser des nouvelles élections. Voilà. Bon. Alors, on va parler maintenant des manifestations. Je vais finir sur ce point. Et après, je conclurai. Les manifestations, vous savez, le narratif officiel, les médias officiels en Israël et étrangers aussi, c'était que ces manifestations étaient spontanées et qu'elles sont très saines et qu'elles expriment en fait la vitalité de la démocratie en Israël. Alors, c'est un petit peu différent de ce qui s'est passé quand même. On va l'expliquer. Vous avez un avocat en Israël, très connu, qui s'appelle Gilead Sher. Gilead Sher est un avocat qui a été interviewé dans le podcast d'Amir Oren, qui est journaliste à Haaretz, le 28 mai dernier. Donc, c'est pas si vieux que ça. Et Gilead Sher, en fait, il explique ce qui s'est passé. Il le dit, en fait. C'est pas moi qui le dis. Donc, Gilead Sher, il explique que pendant la campagne électorale, la dernière, les sondages privés auxquels il avait accès donnaient la victoire de Benjamin Netanyahou. Et donc, en fait, ils ont décidé, on sentait que Benjamin Netanyahou allait être élu. Et en fait, lui a décidé d'allouer une somme de plus de 1 million de shekels, c'est quand même conséquent, pour commencer à réfléchir aux moyens de faire obstacle à l'élection de Netanyahou. 2 semaines avant la formation du gouvernement, on n'est pas du tout en train de parler de la réforme, là. Le gouvernement n'est pas encore élu. 2 semaines avant, il réunit des gens autour de lui, donc Gilead Sher, donc l'avocat, Yossi Koutchik, qui était directeur de cabinet d'Ehud Barak, tiens donc, le monde est petit, Dan Khaloutz, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. On parle de beau monde quand même, on parle pas de petites gens, vous voyez. Orni Petrouchka, milliardaire dans la high-tech et activiste d'extrême gauche. Forcément, ça surprend pas trop. Et en fait, il décide de réfléchir, de phosphorer aux moyens de renverser le gouvernement. Et là, ce qui se passe, vous avez donc Yariv Levin qui fait sa déclaration au nom du gouvernement de réformer la Cour suprême israélienne. Et là, si vous voulez, c'est le jackpot, pour parler vulgairement. C'est, si vous voulez, c'est l'occasion inespérée, le cadeau inattendu, d'accord, qui s'offre à eux. C'est-à-dire d'utiliser la réforme et d'utiliser en fait le mécontentement d'une certaine catégorie d'Israéliens face à ce gouvernement et d'essayer de pousser en fait leur avantage. Donc ils vont nommer des gens à des postes très précis. Alors je ne vais pas vous faire la liste, je peux vous les donner. Edna Zilber, Chikma Bressler. Alors Chikma Bressler est très intéressante. C'est une physicienne, oui, prof de physique. Elle était virulente pendant les manifestations, elle a eu des discours virulents, elle a expliqué que la réforme allait transformer Israël en dictature religieuse, mais elle avoue dans le journal Haaretz
qu'elle n'a pas lu la réforme. Hein. Voilà. Mais ça, c'est plutôt pour... voilà, c'était une parenthèse. Alors, il nomme Eran Schwartz, directeur du QG de la lutte contre le gouvernement des manifestations. D'accord ? Eyal Nav sera en charge des protestations au sein des réservistes de l'armée et Mital Levital sera responsable de la high-tech. D'accord ? Donc vous voyez que tout est très très bien organisé. Si vous voulez, je vais conclure parce que ça fait un moment que je parle. Vous avez des élites israéliennes qui sont pour la plupart incapables de se réconcilier avec le verdict des urnes ou le processus démocratique, si vous voulez. Et plutôt que d'essayer de changer la politique d'Israël au sein d'un cadre législatif ou même de faire campagne ou de créer des partis, elles vont travailler à renverser le régime. D'accord ? Je pense que si vous regardez le dictionnaire Larousse sur le mot coup d'État, vous n'obtiendrez pas quelque chose de très différent. D'accord ? Alors évidemment, elles prennent pas les armes, mais il y a plusieurs façons de faire des coups d'État. Il faut arrêter d'être naïf. D'accord ? Un coup d'État, c'est pas juste une junte qui va renverser un gouvernement. C'est pas que ça, en fait. Il faudrait quand même que le peuple israélien retrouve un peu son sang-froid. Hein ? On a des hommes politiques en Israël qui ont traité ce gouvernement de Ku Klux Klan. On a Yair Lapid, le Premier ministre précédent, a convoqué des avocats pour qu'ils écrivent un brouillon, une sorte de protocole pour renverser le gouvernement. On a des hommes politiques israéliens qui sont allés dans les capitales étrangères faire pression à des hommes politiques étrangers pour qu'ils boycottent l'État d'Israël. Vous voyez ? Voilà. Ça serait urgent qu'Israël retrouve son sang-froid parce que ce qui se pointe quand même à l'horizon, c'est pas une guerre civile, hein, je n'y crois pas, mais c'est tout simplement une scission en fait, hein, une scission de l'État, une division de l'État. D'accord ? À bientôt les amis.